Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose, émission de Shlomi Lévy avec pour invité Cécile Argy. Aujourd'hui, bonjour Cécile. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc on avait commencé en première partie de cette émission à parler de la méthode hypnotique que tu utilises, la technique hypnotique que tu utilises, notamment en faisant une régression en âge vers le problème qui amène la personne en question, et puis avec un protocole en 5 phases. Peut-être qu'on peut reprendre ce protocole. Prenons un cas pratique. Voilà, quelqu'un qui doit perdre une vingtaine de kilos, qui est addict aux sucreries, gâteaux, mousse au chocolat, etc. Comme j'en vois souvent dans mon cabinet qui viennent me voir. Alors la méthode ericksonienne, de l'hypnose ericksonienne, c'est de travailler sur le dégoût. C'est-à-dire que l'on va dégoûter la personne de manger du sucre, des gâteaux, lui faire sentir en hypnose que ça va la faire vomir. Et ça fonctionne parfois, et parfois non. Il faut être honnête également. Ça dépend beaucoup des personnes. Quand ça fonctionne très très bien. Et puis parfois ça ne fonctionne pas. Alors, toi, quelle méthode utilises-tu pour justement les addictions, par exemple l'addiction aux sucreries et à la gestion du poids? Disons que le sucre et le fait de manger trop, les gens qui veulent maigrir, j'explique qu'on va pouvoir traiter les compulsions alimentaires. Moi, je vais pas leur faire un coaching mensuel. Que tu n'es pas diététicien. Voilà, je sais, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, en général, je préconise de plus manger de sucre ni de pain, parce que souvent on s'alourdit avec les féculents, et le sucre, on sait que c'est un poison et que c'est la drogue la plus addictive, le sucre raffiné. Maintenant, donc, s'il y a des compulsions alimentaires, ça veut dire que le cerveau a associé la nourriture à un objectif pour la personne qui est d'apaiser une émotion en vide ou en excès. Donc ça peut être la tristesse, la colère, souvent les deux sont liés, mais c'est donc l'idée d'enlever la blessure qui a généré ce programme en fait de souffrance et d'association. Et de compenser d'association compensatoire, oui. Ouais, c'est ça. Donc, très souvent, la personne va se retrouver effectivement à un moment. Le dernier cas, c'était une femme qui justement se retrouve dans sa cuisine à 14 ans, en train de manger. Et donc tu l'as fait revenir à cet âge-là. Elle est revenue à cet âge-là. C'est elle qui te le dit. Elle le dit d'une manière très naturelle. Donc la façon que j'ai de guider, elle ne peut pas échapper au fait de revivre en fait ce moment qui explique tout son comportement. C'est ça. En fait, en déroulé. Et en réalité, ce qui se passait, c'est que sa mère lui avait dit qu'elle était grosse. Sa mère lui avait dit « t'es grosse ». Donc, par amour pour sa mère, par fidélité pour sa mère, elle faisait ce qui correspondait à la vision de sa mère. Mais aussi parce qu'elle était blessée. Donc, quand on prend conscience de ça, c'est-à-dire que l'enfant en lui-même, c'est la seule solution qu'il a eue de pouvoir compenser sa douleur, mais l'adulte que la personne est aujourd'hui, quand elle voit cet enfant en face de lui, il peut le consoler, le rassurer, lui dire les explications qu'il a besoin de comprendre et lui donner l'amour dont il avait besoin à ce moment-là. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut s'apporter à soi-même tout ce qu'on n'a pas pu recevoir de nos parents. Par justement le fait de prendre un espace-temps pour soi et de faire ce travail. C'est vraiment l'utilisation du cerveau, c'est tout. Pas c'est tout, parce que c'est surtout le travail que tu fais, guider, ce que tu apportes. De guider la personne, il faut qu'elle utilise son cerveau pour se donner à elle-même ce qui lui permet de se rééquilibrer. Et donc en lui suggérant quoi finalement pour qu'elle arrête de consommer du sucre?
elle en sait tout. C'est-à-dire que le simple fait de prendre soin de cette partie d'elle va lui permettre de ne plus avoir besoin de manger du sucre. Parce que, à l'origine, ce qui a créé le besoin de sucre est une blessure d'abandon qui est guérie. C'est ça. Parce qu'elle comprend qu'en réalité sa mère l'aime, qu'elle est juste maladroite, et que en fait elle a été à ce moment-là une petite fille mignonne qui méritait tout le bonheur, et donc cette petite fille qui souffrait, d'un coup elle redevient lumineuse et joyeuse, et elle n'a plus besoin de manger du sucre. D'accord. Et quand c'est, par exemple, j'ai le cas d'une adolescente de 16 ans, est-ce qu'on peut faire ce genre de travail de régression également quand en fait l'espace-temps est très, très, très faible? Après, il y a beaucoup la question dans les addictions de la confiance en soi. Oui. Je remarque chez les adolescents, Oui. sur cette période-là. Donc oui, quel que soit l'âge, même sur les enfants, je pratique la régression. Ah oui. Ah oui. Par exemple. Par exemple, justement, je pensais à cette jeune femme qui est venue pour... ses parents voulaient qu'elle arrête le cannabis. Elle ne voulait pas trop, mais bon, on a eu une petite discussion. Et ça me dérange pas qu'elle fume du cannabis en soi. Ce qui me dérangeait, c'est qu'elle est en soi dépendante. Ouais. Et donc, le soir avant de dormir, dans sa chambre, etc. Donc, ses parents étaient stupéfaits parce qu'effectivement, elle a arrêté le cannabis. Mais là, on a travaillé sur la confiance en soi. On a fait une régression aussi. Elle s'est retrouvée soit la première fois où elle a fumé du cannabis. Donc, on voit ce qui s'est passé à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait qu'elle a décidé de fumer du cannabis? C'est qu'elle n'était pas suffisamment confiante en elle pour dire non. L'affirmation de soi, la capacité à dire non, est difficile pour les adolescents. Oui. C'est justement, tous les gens qui ont commencé à fumer, c'est entre 15 et 18 ans. C'est ça. Et donc, avec cela, tu as pu la faire arrêter cette consommation de cannabis? Oui, en fait, elle a arrêté d'elle-même. Les parents étaient très surpris parce que c'était pas son envie de départ. Après une séance? Après 2 séances. 2 séances, d'accord. Et après, tu peux la revoir encore une fois ou ce n'est plus nécessaire? Oui, elle vient régulièrement pour faire le point et toujours augmenter sa confiance en elle. D'accord. La même chose, par exemple, pour les addictions aux jeux vidéo. J'ai eu un jeune homme qui, effectivement, avait compensé la souffrance de la perte de son grand-père, qui était pour lui comme son père, Oui. par le jeu vidéo. Il a compris, lors des séances, que c'était lié à ça. Et en revenant sur cet épisode-là, en faisant un travail de deuil par rapport à son grand-père, il a pu se détacher de cette pratique addictive du jeu vidéo. Je vois. Et lorsque tu fais la régression en âge, parce que par exemple, quand on fait la régression en hypnose ericksonienne, on la pratique également pour changer le souvenir traumatisant. Oui, par ça exemple, je l'inclus aussi dès la première séance, effectivement. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait le travail de consolation de l'enfant intérieur, mais une fois que, après on retourne avant que la personne souffre pour amener la ressource, et ensuite la personne voit ce que ça donne, pour réimprimer en fait dans la mémoire un scénario positif. Donc on fait ressourcing, réemprinting, consolation de l'enfant intérieur avant, dissociation. Donc il y a une série de techniques comme ça qui fait qu'il y a un gros soulagement dès la première séance, avec le fait qu'on ait détecté. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est à la 2e séance quand on fait le travail de deuil relationnel avec la personne qui nous a fait souffrir et de travailler avec la puissance du pardon. C'est ça, le pardon de l'inconscient. Comme on peut travailler sur la vengeance de l'inconscient également. C'est-à-dire qu'on peut pardonner mentalement à quelqu'un, Oui. mais ce qui est beaucoup plus délicat, c'est le pardon du cœur. Oui, exactement. Et le fait d'être en hypnose nous permet de bien ressentir en fait ce pardon. Alors pour y arriver, c'est pareil, hein, j'ai associé plusieurs techniques, mais ça les Américains le font. Dans le protocole des 5 phases, il y a la technique de PNL de changement des positions perceptuelles. Donc de se mettre, c'est-à-dire que la personne devient son agresseur. Elle parle au nom, c'est-à-dire je lui dis tu es ton père ou ta mère et tu réponds à toi.
pour créer un vrai sentiment d'empathie et gérer une négociation du pardon. C'est-à-dire que l'agresseur pardonne à la victime et la victime ensuite est amenée à pardonner naturellement, dans le sens où il y a toute une explication sur le pardon qui est très bien faite, qui consiste à présenter le pardon de sorte que la personne pardonne non pas pour l'autre mais pour soi-même. C'est ça, pour couper le lien. Pour se libérer. Pour se libérer du lien malsain finalement qu'elle entretient avec Oui, parce que c'est-à-dire que plus quelqu'un va te faire souffrir, oui. Plus elle a une emprise sur toi. Oui. Et quelque part, plus tu veux combattre contre cette personne et tu rentres dans un conflit, oui. En fait, tu alimentes. C'est comme chez le psy, si tu parles de ton problème pendant 1 an, à la fin, ton problème qui au départ était petit va devenir très gros. Exactement. Non, mais donc c'est ça en fait. L'idée, c'est un vrai lâcher-prise. Et ça va vraiment dans le sens de l'hypnose aussi. C'est ça, tout à fait. Donc, mais ma question, elle est, comment est-ce que tu fais jouer un rôle inversé à la personne, par exemple, pendant quelqu'un qui a été agressé sexuellement, qui a été violé ou traumatisé, est-ce que tu lui fais prendre le rôle du violeur? Oui, assez systématiquement. Oui. Alors, comment ça se passe? Ça se passe bien, dans la mesure où souvent, en fait, la personne connaît son agresseur, et comme elle connaît comment elle pense, comment elle parle, elle va facilement prendre sa peau et parler à sa place. Et c'est ce qui fonctionne dans les constellations familiales, par exemple. C'est le même principe. Mais même en connaissant pas son agresseur, si tu veux, l'intérêt, c'est que moi, je vais engueuler l'agresseur. C'est un vrai théâtre, quoi. Ouais. C'est-à-dire que la personne devient son agresseur, mais je vais vraiment la démolir. Ouais. Et donc, finalement, elle est contente de vivre, en fait, la punition que la personne doit entendre. Et c'est l'idée que l'inconscient de l'agresseur sait le mal qu'il a fait. Et que la victime comprenne que l'autre, quelque part, sait très bien le mal qu'il fait. Mais pourquoi lui faire prendre la peau de son agresseur? Parce qu'elle pourrait très bien faire la même chose sans prendre sa position. C'est délicat quand même comme... Oui, mais c'est une façon d'entrer complètement dans l'empathie. En fait, l'idée c'est qu'il n'y a pas de gens méchants. Et de justifier un tel acte. C'est pas l'idée de justifier l'acte, c'est l'idée que les personnes puissent sentir qu'elle n'est pas forcément, l'autre n'est pas méchant, mais qu'elle est elle-même souffrante. Et qu'elle a des défauts, tout simplement. Donc il faut rentrer dans une humilité que de pouvoir, en fait... c'est pas un pardon qui consiste à comprendre, en fait, l'autre. C'est un pardon qui consiste à comprendre que l'autre sait très bien qu'il a fait du mal. Il a réalisé qu'il lui a fait du mal. Et l'idée, c'est qu'elle réalise que son agresseur, finalement, le mal qu'il a fait, c'est pas ce qu'il voulait. Il voulait pas faire de mal. Il l'a fait parce qu'il a un problème. La personne, par exemple, l'homme qui viole sa fille, donc prenons un cas d'inceste, il l'a fait parce qu'il a une blessure d'abandon de sa mère. Par exemple. Ouais. Donc, l'idée, c'est que quand la personne devient son agresseur, j'ai dit, t'as entendu le mal que t'as fait? C'est ça que tu voulais? C'est ça que tu voulais, que ta propre fille soit malheureuse, qu'elle rate sa vie, qu'elle termine mal, etc. Et là, la personne dit non. Ah bon, alors tu regrettes? C'est ça, c'est tout un cheminement. Tu fais le dialogue complet pour pouvoir justement amener à la personne à changer de vision, de point de vue, de perception. Absolument, et tu sais qu'il y a même une technique où la personne devient le voisin, qui a entendu les deux personnes qu'elle a été en elle-même et dans son agresseur se parler, et le voisin qui les a jamais, qui les connaît pas, il a vu, pour l'amener à avoir une vision de l'extérieur, et après elle devient même l'extraterrestre, qui vient pour la première fois sur Terre.
et qui voit des humains pour la première fois avoir cette discussion. Alors qu'est-ce que tu en penses? C'est ça l'idée, c'est le recul. Tout à fait. C'est très créatif et imagé et imaginaire, et en même temps ça permet une vraie guérison, un détachement complet. Mais l'hypnose est quelque chose qui demande beaucoup de créativité, c'est ça qui est absolument fascinant, pour pouvoir avoir l'impact sur l'esprit. Et c'est assez intéressant, donc ces différentes méthodes, process d'approche finalement de guérison entre l'hypnose érectionnelle, l'hypnose moderne, l'hypnose humaniste, et puis l'hypnose que tu utilises également avec toutes ces différentes techniques. Je me dois personnellement de témoigner que on a fait une séance ensemble et ça a extrêmement bien marché. C'était vraiment extraordinaire. Je te remercie d'ailleurs pour cette séance, parce que ça a guéri mon problème pour lequel je suis venu et pour lequel je suis d'ailleurs rentré dans l'hypnose. J'en parlerai pas ici dans la radio, mais en tout cas ça a très très bien fonctionné. On va peut-être prendre une autre pause musicale à présent et puis revenir sur un autre sujet après la pause. Merci beaucoup, Cécile. Avec plaisir.